Merci d'être là pour cette édition spéciale, la suite des résultats du deuxième tour en Bourgogne, en direct sur France 3 avec des invités. François Rebsamen, sénateur maire socialiste, réélu hier soir. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour votre première réaction. Dijon, bien sûr, mais aussi le contexte national à analyser avec vous. Puis certains observateurs pensent que votre agenda va se remplir avec un ministère lors du remaniement. Pour l'UMP, Alain Sugneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes député maire de Beaune, bien sûr. Nous irons à Auxerre retrouver Guy Ferrez de tout à l'heure, lui aussi est réélu hier soir. Et puis en direct du Creusot, nous évoquerons la situation de Monceau-les-Mines où Marie-Claude Jarrot a remporté la ville face au sortant Didier Mathus. Nous rejoindrons dans le courant de cette émission le député socialiste Laurent Grand-Guillaume et Patrice Joly, le président PS du Conseil général de la Nièvre. Pour les résultats, Elsa Bezin est toujours avec nous. Et puis pour analyser les chiffres, Lilian Melet et Éric Sicot, nous reviendrons notamment sur les victoires de la droite en Bourgogne. Commençons donc par Monceau-les-Mines. Après 19 ans de mandat, Didier Mathus, battu, accuse le coup. Marie-Claude Jarrot l'emporte avec près de 20 points d'avance. Marie-Claude Jarrot, dont le père, André, a été maire de la ville pendant 20 ans. Sa campagne de terrain lui a permis de prendre le dessus. Reportage de Michel Gillot et Henri Dezonnet. 19h, permanence de Marie-Claude Jarrot, les bonnes nouvelles affluent de tous les bureaux de vote. C'est bon, partout. Alors, enveloppe 3 et 4. Assise sous le portrait de son père, André Jarrot, maire de Monceau de 65 à 86, la candidate UMP commence à y croire très fort. Jarrot. Dans le premier bureau de l'hôtel de ville, Didier Mathus avait 3 voix d'avance au premier tour. Ici aussi, il va être devancé par son adversaire. Vers 20h, le résultat provisoire du scrutin suscite la première explosion de joie chez les supporters de Marie-Claude Jarrot. Désormais, plus personne dans chaque camp ne doute du résultat final et surtout pas la candidate qui arrive alors à la mairie dans une ambiance survoltée. Ma première pensée va à mon père, à qui on devait bien ça. Et puis ma seconde pensée, c'est pour dire merci. Merci aux Monceliennes et aux Monceliens qui nous ont fait confiance. Merci à mes colistiers. Et puis, il faut que tout le monde sache que je serai le maire, la mère de tous les Monceliens et de toutes les Monceliennes. Dans une autre pièce, Didier Mathus attend les chiffres définitifs pour aller proclamer les résultats, puis il rejoint la salle entouré par ses proches. Madame Jarrot obtient 3 835 voix, soit 50,36% des voix, soit 25 élus. Après 19 ans de mandat, une page vient donc de se tourner pour Didier Mathus. Au second tour, l'abstention a reculé à 39%, mais cela ne lui a pas profité. Il y a manifestement eu une mobilisation qui a plus profité à la droite qu'à la gauche. Et surtout, ce qui est plus spectaculaire encore, c'est un transfert massif de voix du Front National vers la candidate UMP. Quand on regarde les premiers chiffres, c'est ce qui nous frappe le plus. C'est que le Front National perd pratiquement la moitié de ses électeurs qui se retrouvent sur la candidate UMP. Vraisemblablement, il faut qu'il y ait une forme de mise en cause personnelle aussi, sûrement. Donc j'en tirerai les conséquences après quelques heures ou quelques jours de réflexion. Les deux candidats échangent alors quelques mots sur la date du conseil municipal. Le prochain maire de Monceau s'appellera de nouveau Jarrot. Et nous rejoignons Marie-Claude Jarrot en direct du bureau France 3 Bourgogne du Creusot pour cette victoire. Première question, alors vous l'emportez de 10 points sur Didier Mathus. Première chose, comment avez-vous fêté cette victoire, Marie-Claude Jarrot ? Bien écoutez, j'ai fêté la victoire avec les Monceliennes et les Monceliens dans la salle du centre nautique. Lilian Melet. Bonjour Marie-Claude Jarrot. Vous avez mené une liste, vous l'avez souhaité, sans étiquette. En même temps, on sait que vous êtes conseillère régionale UMP. On se situe dans un contexte de vague bleue et vous l'emportez. De votre point de vue, c'est une victoire de la droite contre un maire socialiste ou pas ? Ce n'est pas une victoire de la droite contre un maire socialiste. C'est une victoire des Monceliennes et des Monceliens sur un projet. Ils ont adhéré à mon projet et c'est une victoire de rassemblement. Je vous rappelle, et je l'ai dit hier soir, je conduisais une liste de rassemblement, de compétences, de volonté pour leur ville. Mais alors, qu'est-ce qui a fait la différence alors ? Qu'est-ce qui a fait la différence, Madame Jarrot ? Contre un maire essoufflé, un maire qu'on ne voyait plus dans les quartiers et un maire qui n'a
pas su convaincre sur son bilan. Est-ce que le contexte national a joué néanmoins, le contexte national de sanctions de la politique gouvernementale et nationale? Est-ce que vous l'auriez emporté sans ce contexte? Je crois que oui, parce que aucunement dans mon projet, j'avais des éléments liés au contexte national, aucunement, alors que le maire sortant a valorisé le contexte national dans son bilan. Donc, moi, je souhaitais, si je peux m'exprimer ainsi, faire du local. Parce que pendant 6 ans, lorsque j'étais élue d'opposition à Monceau, eh bien, j'ai travaillé à ce projet au service des Monceliennes et des Monceliens. Et je vous dis bien, je crois sincèrement que nous l'aurions emporté, parce que je ne l'ai pas emporté seule. J'avais une liste de gens formidables, extrêmement compétents, extrêmement impliqués dans toutes les parties de la ville. Et je crois que même si le contexte national avait été moins favorable, je l'aurais emporté. C'est noté. Merci Marie-Claude Jarraud d'avoir été en direct du Creusot pour analyser cette victoire donc à Monceau-les-Mines face à Didier Mathieu. Elsa Bezin, voyons avec vous les villes dont la tendance politique change donc à l'issue de ce second tour. Oui, on commence avec Louhans et un bref passage pour le PS. La sortante Monique Bonin est battue par Frédéric Boucher qui arrive en tête avec plus de 45% des suffrages. À Cluny, même scénario, la ville remportée par la gauche en 2008 rebascule. Le sortant Jean-Luc Delpech est battu. Henri Bognaud devient maire de la ville. À Tournu, là encore, lourde défaite de la gauche. Le maire sortant Jean Legros perd son siège. C'est le centriste Claude Roche qui remporte le scrutin. À Saint-Marcel, une page se tourne également. La ville passe à droite. Raymond Burdin devance le maire sortant Jean-Noël Despoc de près de 500 voix. Dans Lyon, cette fois, la droite reprend la ville de Sens avec le retour de l'UMP Marie-Louise Faure. Elle avait dirigé la ville de 2001 à 2008. Elle est réélue avec plus de 51% des suffrages. Tonnerre bascule également. Pascal Lenoir est battu de 49 voix par la liste DVD menée par Dominique Aguilar. En Côte d'Or, Jean-François Cour fait tomber la ville de Plombières dans l'escarcelle de l'UMP de la droite. La candidat a profité d'une division de la gauche pour s'imposer haut la main. Saumur reste à droite mais change de maire. La centriste Catherine Sadon l'emporte avec une large avance sur le sortant Philippe Guyenot. Et puis on termine avec la Nièvre, la gauche perd Varennes-Vauzelles, bastion communiste depuis 1946. Isabelle Bonicel est élue avec 26 voix d'avance. Enfin reste Nevers, fief socialiste depuis 43 ans. La préfecture de la Nièvre est tombée dans les mains de Denis Turriot, ancien socialiste, à la tête d'une liste sans étiquette. Denis Turriot qui avait fait alliance avec la droite entre les deux tours. François Rebsamen, je vous voyais pendant l'énumération de ces résultats vous dire c'est bon, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Vous étiez là au soir du premier tour pour analyser cette vague bleue dont tout le monde parle. Il n'y a pas eu d'inversion de tendance pour le deuxième tour. Non, il n'y a pas eu d'inversion de tendance. Il y a eu une confirmation du message que les Françaises et les Français voulaient adresser à travers l'élection municipale aux responsables politiques nationaux, au président de la République et au gouvernement. Ça, c'est clair. 18 villes en Bourgogne perdues, plus de 150 en France de plus de 9000 habitants. Vous vous attendiez quand même à une telle ampleur de ce message ? Est-ce que je m'attendais à ce que la vague soit aussi forte ? Non. Pour répondre franchement, non. Je m'attendais, vu le premier tour, on avait compris quand même. Mais je m'attendais pas non plus à un ressort qui aurait fait que les gens seraient sortis spontanément pour. Non. Donc voilà, c'est la plus grosse défaite du Parti socialiste de l'après-guerre. Je dis les choses clairement. On avait déjà eu une énorme défaite aux législatives en 93. On avait eu une énorme défaite aux présidentielles en 2002. Ben voilà, on a une énorme défaite aux municipales. Voilà, c'est comme ça. Il faut savoir résister, repartir et le faire dans l'intérêt du pays, quels que soient les résultats électoraux. Alain Sugneau, c'est le début de la reconquête, avec des symboles forts comme Nevers, Châlons, Nevers que je connais bien, donc Varennes-Vauzelles, vous vous rendez compte, c'est une hécatombe et qui, hélas, était prévisible. On le disait au soir du premier tour, c'est une confirmation, une amplification au surplus.
Je pense que nos concitoyens ne veulent plus aujourd'hui de ce gouvernement. Je vais le dire avec mon voisin, mais peut-être même plus du Parti socialiste, parce qu'ils ont compris que le message d'il y a 24 mois n'était pas tout à fait celui qui était prévu dans les slogans de campagne. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une reconquête. Je le disais hier soir, ça me rappelle 1983. Moi, je suis un pur produit de cette génération-là, les trentenaires de l'époque. Et je pense qu'en tous les cas, les échéances sont ainsi faites pour que les choses risquent de changer d'une manière assez importante. Européenne demain, ça c'est un scrutin particulier, mais sénatorial à l'automne. Les élections régionales et cantonales l'an prochain, je crois que la physionomie politique de la France, et la Bourgogne prend toute sa part, et la Côte d'Or en particulier, va beaucoup changer. Comment réagit le responsable de l'UMP quand il entend quelqu'un comme Marie-Claude Jarrot qui dit « Moi, je ne suis pas… » alors qu'elle est conseillère régionale UMP, et c'est le cas pour quand même un certain nombre de gens dans votre camp pendant ces élections. C'est le cas à Nevers. C'est le cas à Nevers particulier où là, carrément, la droite s'est effacée. Donc, Je pourrais dire la même chose avec plus de 75% à Beaune. Il n'empêche qu'il y a une vague. Et je crois que cette vague-là, elle est expliquée bien évidemment par le désamour des Français par rapport au socialisme, mais également par les efforts qui sont les nôtres depuis 22 mois. Je crois que on peut tout dire de Jean-François Copé. Le problème, c'est que le travail est fait, y compris en Côte d'Or, on le fait, alors d'une manière peut-être discrète, mais ça n'empêche que les premiers résultats sont là. Et je crois que quand on regarde l'ensemble des candidats qui sont là, bien sûr, chacun va dire que c'est sur son bilan, ou du moins sa campagne. Il n'empêche qu'il y a aujourd'hui une vraie vague, un désamour total. La gauche a perdu ses élections et en perdra bien d'autres encore. François Rebsamen, on parlera tout à l'heure de la réponse que doit apporter sans doute l'exécutif. Mais Alain Suguenot faisait allusion au sénatorial. Ça va compliquer sérieusement votre tâche, non? Oui, bien sûr. Bien sûr, les sénatoriales traduisent les élections municipales et elles les amplifient même. Donc il y aura sûrement une élection très difficile au Sénat. Je n'ai pas eu le temps de faire les comptes, de regarder, mais enfin, ce qu'on voit en France, pas de raison. Je vais quand même dire à Alain Suguenot un peu de modestie. D'abord, il y a plusieurs phénomènes qui sont inquiétants pour les partis républicains. Il y a incontestablement une montée du Front National. Il y a un rejet, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, Alain, une forme de rejet des partis politiques installés. Là, nous sommes au pouvoir, nous le payons. Vous aurez l'occasion de vous en apercevoir, vous aussi. Et donc, voilà. Mais je ne veux pas minorer aujourd'hui notre défaite en disant cela. J'étais le premier à la reconnaître ici clairement. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais quand même, attention, on est au bout de 2 ans. Les 2 ans les plus durs ont été faits par ce gouvernement, par ce président. Les premiers résultats sont là, ils vont venir. Ils sont déjà venus au dernier trimestre, ils sont là pour ce trimestre. Et donc, nous aurons à l'expliquer, sûrement à l'expliquer beaucoup mieux, ça c'est clair, à dire ce qu'on fait, à dire où on va, où le pays va. Voilà, donc vous avez subi avec Nicolas Sarkozy une défaite éclatante. Vous avez aujourd'hui une victoire au municipal qui est très nette, je ne le nie pas. À nous d'en tirer les leçons. Est-ce que vous en avez les moyens? Il est rare. C'est ça la question. En 2008, vous avez perdu aussi une centaine de villes à l'époque. D'ailleurs, vous les regagnez souvent à ces élections. Donc voilà, pour autant, je pourrais dire Paris, Lyon, des grandes villes, Lille, restent à gauche, montée du Front National, dans tout le sud de la France, problème inquiétant, les Européennes le montreront, je le crains, et donc j'espère que les partis républicains... Les socialistes sont extraordinaires, quand ils perdent, ils ont quand même gagné. On y reviendra. C'est exceptionnel. Vous ne changerez jamais, c'est ça le problème. Je n'ai absolument pas dit que nous avions gagné, à la limite, je pourrais dire que moi j'ai gagné. Alors François Rebsamen, justement, c'est là que je voulais en venir. Vous n'êtes pas là que pour commenter les résultats qui fâchent. Votre victoire hier soir à Dijon, annoncée d'ailleurs sur les réseaux sociaux avant même l'annonce officielle en mairie devant vos supporters. Nous étions à vos côtés grâce à Christophe Taris et Romain Liboz. Il est 21h45 quand François Rebsamen arrive pour annoncer sa réélection devant ses sympathisants. Le maire, soulagé, proclame les résultats et sa victoire avec près de 53% des voix. Il est reconduit pour un 3e mandat sans vrai suspense, la fin d'une campagne plus difficile que prévu. Nous allons poursuivre notre action, continuer à agir pour que Dijon
reste, même si ça déplaît à certains, la ville que nous aimons pour vivre ensemble. Le deuxième tour n'aura pas plus mobilisé les électeurs avec près de 40% d'abstention. La droite et Alain Houpert voulaient les convaincre. Ils réalisent l'un des moins bons scores sur la ville. La bataille était trop dure. Il y a un contexte déjeuner qui est particulier. Bon, je regrette effectivement le score. Hein. C'était décevant. C'est décevant moi ce que j'ai fait en 2008 aussi. Hein. J'oublie pas ma défaite. J'oublie pas aussi les enseignements qu'on a pu en tirer derrière. Dijon s'endort ce soir avec un maire réélu et peut-être bientôt un ministre. Dans ses discours, François Rebsamen a critiqué les technocrates parisiens et leur absence de social. Le remaniement est bien déjà dans les têtes. Je me pose aussi des questions. Je l'avais dit pendant la campagne. Je ne demande rien. Je peux vivre sans être. Je verrai si j'ai des propositions qui me sont adressées. Tel n'est pas le cas pour l'instant. Merci. Fin du débat, en tout cas, jusqu'à demain. Nous en sommes restés là donc, vous l'avez entendu, vous vous posiez des questions hier soir. François Rebsamen, avez-vous des réponses? Je me posais des questions, je faisais surtout un constat, je viens de le répéter, cette politique, celle qui est menée par le président de la République, par le gouvernement, c'est invraisemblable de ne pas en donner le sens. Donc j'attends qu'un sens en soit donné. Chacun le sait, vous êtes un ami de François Hollande. Est-ce que vous l'avez vu au téléphone? Si je suis ami avec lui, les discussions que j'ai avec lui regardent lui et moi. Ça peut être des discussions politiques. Oui, bien sûr, il y a aussi des discussions politiques, mais c'est entre nous, ce genre de choses. Mais ce que je dis là, je l'ai dit publiquement. Voilà, je pense qu'il faut donner un sens à l'action qu'on mène, toujours. La période est difficile, vous savez. Elle est difficile pour notre pays. La droite l'a laissé dans un état catastrophique et avec des déficits abyssaux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été battus. Et nous, on a l'effort de redressement à faire. Mais quand on fait l'effort de redressement et qu'on n'en donne pas l'explication, eh bien, il y a un problème. Et le problème, on le voit de manière éclatante à travers cette défaite. Ça, vous le disiez déjà il y a plus d'un an. Quand François Hollande est venu à Dijon, vous disiez exactement la même chose. De l'extérieur, on a le sentiment finalement qu'en dépit des avertissements d'un certain nombre de grands élus, il y a eu vous, il y a eu d'autres gens, Gérard Collomb à Lyon par exemple a dit à peu près la même chose. Mais on a le sentiment finalement que les gens qui sont à Paris n'ont pas vraiment pris la mesure de ça, comme s'il y avait... Et d'ailleurs, on a senti quand même une fronde des élus. Nous, on est en contact avec beaucoup de maires socialistes qui étaient en grande difficulté, qui étaient très en colère après les ministres pendant cette campagne. Il y a quoi? Il y a une vraie coupure entre le gouvernement et les élus de terrain aujourd'hui au Parti socialiste? Je pense qu'il y a une difficulté aujourd'hui de perception du gouvernement sortant, on va l'appeler comme ça, puisque je pense que le Premier ministre va pas tarder à remettre sa démission au président de la République, et donc ça ne devrait pas tarder, je pense. Et donc, si tel est le cas, la vérité, c'est qu'il y a eu de la part des élus, non pas une fronde, mais une incompréhension, non pas vis-à-vis de la politique, je l'ai déjà dit, tout le monde sait les efforts qu'il faut faire. Il faut redresser ce pays, il faut lutter contre les déficits, mais il faut le faire dans la justice sociale et il faut l'expliquer. Et donc les élus l'ont bien perçu. En plus, hier, bien sûr, il y a des défaites qui sont dues à l'usure. Quand on a été maire pendant 20 ans et qu'on tient encore à être maire, c'est des fois difficile. On n'a plus l'énergie du début. Mais c'est difficile pour des élus qui n'avaient pas démérité. Aucun n'avait démérité, mais enfin certains moins que d'autres, on va dire les choses comme ça. Et donc pour cela, c'est difficile parce qu'ils trouvent que c'est injuste. On trouve toujours que c'est injuste quand on ne se sent pas directement le seul responsable de la défaite. Et donc ça, il faudra que je le gère au groupe socialiste du Sénat demain. Le drame avec François Rebsamen, c'est qu'on a l'impression qu'il ne s'est encore rien passé dimanche, comme la semaine dernière. Il est élu, oui. Il n'est pas très bien élu non plus. 52% à Dijon dans le contexte qu'on connaît, alors qu'effectivement, on est dans la proximité directe du président de la République. C'est aussi une claque pour le président de la République. Alors, on va changer peut-être de gouvernement, peut-être. On parlait encore tout à l'heure de l'héritage. De qui se moque-t-on? Depuis 2 ans, la situation est 10 fois plus grave aujourd'hui quand on regarde effectivement les fondamentaux. Le chômage n'a cessé de progresser. On a dit qu'on allait inverser la courbe. Donc plus personne n'y croit. Les Français ne veulent plus de vous. C'est ça le problème. C'est ça que vous n'avez toujours pas compris. C'est vrai qu'à un moment donné, on pourra changer les hommes. C'est pas ça qui compte. Il faudrait changer de politique, Donnez-vous les moyens effectivement
Mais non, mais vous êtes complètement immodeste. Continuez, entre guillemets, au bout de 24 mois, de considérer que, par définition, c'est de la faute de ceux qui étaient avant vous, comme vous avez nié la crise. Aujourd'hui, la crise, elle vous explose en pleine figure, simplement parce que vous n'avez pas pris effectivement la mesure et que vous n'avez certainement pas les moyens, ni les hommes, de redresser la situation. Le drame de la France aujourd'hui, moi, c'est pour ça qu'il m'inquiète. C'est pas tellement l'élection, c'est pas tellement ce qui se passera pour les femmes et les hommes d'aujourd'hui. C'est véritablement l'alternance doit être mise en place dès maintenant, parce que je crains que quelles que soient les modifications qui interviennent, la seule solution, c'est de changer complètement de politique, y compris de majorité. Alors justement, c'est changer de politique, parce qu'on entend une partie de l'aile gauche dire il faut une autre politique. Vous dites plutôt il faut expliquer et donner le sens. Oui. Est-ce que pas de changement majeur, ça peut permettre de répondre à ce qui s'est passé ces 2 dimanches? Il y a des mots qui valent des euros. Il y a des phrases qui valent tout l'argent du monde. C'est l'empathie nécessaire vis-à-vis de ces Françaises et de ces Français qui aujourd'hui sont dans la difficulté. Et ils ne sont pas dans la difficulté depuis 24 mois, ils sont dans la difficulté depuis près de 6 ans, parce que ce pays a mis 5 ans à retrouver son niveau de production intérieure brute. 5 ans. 5 ans de gestion de Nicolas Sarkozy. Et donc, nous avons aujourd'hui ce devoir de maintenir le cap. Je ne vais pas dire autre chose. Il faut continuer à diminuer les déficits, mais il faut expliquer au niveau européen qu'on ne va pas le faire à marche forcée pour aller vers une austérité renforcée. Et d'ailleurs, quand on est arrivé, les déficits étaient à 7,5, 5 l'année 2012, 4,3 aujourd'hui, nous dit-on. Donc on les diminue progressivement, sans casser cet outil indispensable qu'est la croissance pour redistribuer du pouvoir d'achat, pour redonner du pouvoir d'achat. Et il faut arrêter des mesures qui aujourd'hui pénalisent notamment, je pense, aux petites retraites. Oui. Je pense à ces gens-là qui sont aujourd'hui en souffrance et qu'on ne peut pas. Et qui, François Rebsamen, alors, pour mener cette politique? Ça, c'est le choix du président de la République. Et donc, est-ce que vous souhaitez faire partie de cette équipe pour... Moi, je n'ai rien demandé. Si on me fait des propositions, je les examinerai. Et tel n'est pas le cas à l'instant où je vous parle. Mais, voilà. Mais le choix des hommes aura un sens politique aussi. Manuel Valls, ça a un sens. Plus que les hommes et les femmes, c'est l'orientation politique qui compte. C'est l'impulsion qui donne. C'est l'explication qui en est donnée. C'est le sens qui est porté. Oui, mais Martine Aubry, ça a un sens. Manuel Valls, ça a un sens. Qu'est-ce qu'on a Oui, mais Manuel Valls... Et pour les entreprises en particulier, pour le monde de l'économie, ça Manuel Valls comme Martine Aubry, si l'un ou l'autre, enfin l'une ou l'autre était Premier ministre, mais je crois que Martine Aubry a décliné avant qu'on lui fasse même éventuellement une proposition. Donc voilà, c'est pour mettre en œuvre la politique que le président de la République a désignée. On est dans un quinquennat. Ces quinquennats, il est entré en fonction en 2007. On a vu que la rotation était très rapide avec un quinquennat. C'est un autre mode de relation avec le Premier ministre. C'est pas forcément un collaborateur, mais c'est plutôt un chef d'équipe. Et il est là uniquement pour mettre en œuvre la politique décidée par le président de la République, qui est le seul qui ait la légitimité populaire. Est-ce que vous avez une préférence, que ce soit à la droite ou à la gauche, c'est toujours pareil. Par rapport à cette description, est-ce que vous avez une préférence ou le type de personne qui serait à la bonne place? Je ne vous répondrai pas à cette question. C'est le choix du président de la République et de lui seul. Vous croyez que les Français vont se satisfaire simplement de changer les hommes? Je pense que j'ai écouté ce matin les différents chroniqueurs. Il est évident que la gauche du Parti socialiste dit qu'il faut revenir à une politique de gauche. François Hollande a pris, entre guillemets, le choix qui était le choix raisonnable d'une politique dite de l'offre aujourd'hui. Très honnêtement, ce grand écart-là, c'est pas un homme qui va le changer. Alors, quel que soit le Premier ministre qui sera choisi, le gouvernement qui sera derrière, il n'empêche qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marge de manœuvre. Et je pense que les Françaises et les Français l'ont bien compris. Et c'est une vraie désespérance. Je rejoins François Rebsamen quand il dit qu'effectivement, les gens souffrent. Le vrai problème, c'est qu'on leur apporte aucun aménagement à leur souffrance. Aujourd'hui, il n'y a pas d'espoir. Et c'est ça la difficulté. On leur a dit pendant des années qu'on allait changer les choses. Je rejoins un peu ce qui a été dit, ça date pas de Nicolas Sarkozy. Les difficultés, elles datent, qu'on le veuille ou non, de 1980. On a fait rêver les Français à l'époque. On leur a donné, entre guillemets, ce qu'ils attendaient soi-disant. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a vécu dans un système qui est dénoncé au niveau européen, qui est dénoncé par d'autres pays. Je souhaiterais qu'on ait un Schröder en France et qu'on ait un jour un socialiste qui ait le courage de dire les choses et de remettre en place des vraies réformes. Ah oui, mais c'est ça. Ils aiment bien les socialistes quand ils sont... quand il y a des bons socialistes qui comprennent que le temps change. Et arrêtez de faire de l'archéologie du socialisme. Quand ils ont été battus ou quand ils sont morts. Juste un mot pour dire les choses à Alain Suguenot. Le dernier ministre qui ait voté un budget en équilibre,
C'était Jean-Pierre Fourcade en 1974. Je suis d'accord. Donc la responsabilité, elle est au minimum partagée. Et d'un mot, François Hollande doit s'exprimer vite aujourd'hui. Oui. Voilà, c'est clair. C'était d'un mot, effectivement. Alors, on a vu des questions passer. François Rebsamen à Paris dans les prochaines heures avec cette interrogation sur le ministère. Quid de Dijon si Paris, si les propositions dont vous parliez arrivent et se concrétisent, François Rebsamen? J'en ai parlé tout au long de ma campagne. J'ai dit, et je le redis ici, que mon souhait le plus cher, c'est, si la santé me le permet, bien évidemment, en 2019, d'aider à l'élection d'un successeur à la mairie de Dijon. Ça veut dire que je serai là à ce moment-là. Merci François Rebsamen d'avoir été en direct avec nous sur France 3 Bourgogne. Voyons à présent quels sont les autres maires qui ont retrouvé leur fauteuil, comme vous donc François Rebsamen. Et c'est avec vous que l'on va faire le détail, Elsa Bezin. À Auxerre, d'abord, Guy Ferrez arrache un 3e mandat. Il l'emporte avec 300 voix d'avance sur le député UMP Guillaume Larrivé. Réélection de Bernard Morenne à Joigny. Il avait emporté la mairie en 2008. Il est réélu avec plus de 49% des suffrages. À Autun, 3e mandat pour Rémi Ribérotte. Malgré l'alliance des listes de droite, le maire d'Hiver Gauche retrouve son fauteuil avec 52% des suffrages. Au Creusot, 4e mandat pour André Billardon, PS, élu depuis 1995, il recueille près de 52% des suffrages. Enfin, dans l'agglomération de Dijon, Gilbert Menu est réélu haut la main à Talent et l'UMP recueille 45% des suffrages. Et puis à Chenôve, Jean Emonin conserve son siège aussi. Le socialiste obtient plus de 40% des voix. Merci Elsa. Nous saluons l'arrivée sur ce plateau de Laurent Grand-Guillaume. Bonjour. Député socialiste de Côte-d'Or. Vous prenez donc la suite de François Rebsamen pour parler du contexte et de la situation de la gauche en France et en Bourgogne particulièrement. Nous continuerons la discussion avec vous dans un petit instant. Direction Lyon tout de suite où Auxerre reste aux mains des socialistes. Guy Ferrez est réélu avec 300 voix d'avance sur l'UMP Guillaume Larrivé. Avant de partir à Auxerre, revenons sur ce duel serré et incertain où la mobilisation de tous les électeurs de la gauche a sans doute fait la différence. Ambiance hier soir avec Pauline Ringenbach et Amélie Doué. 19h45, les résultats viennent de tomber. Guy Ferrez est réélu. Après 1 heure de tension, les sympathisants socialistes laissent éclater leur joie, salvo la belle. L'écart n'est que de 312 voix, c'est le soulagement pour le camp du maire sortant. J'aurais eu beaucoup de mal à digérer s'il avait perdu, parce que je connais tout ce qu'il a fait, tout ce que nous avons fait sur Auxerre, et je le félicite énormément, je vais aller l'embrasser. On l'a eu, on a gagné, je suis très très heureux. Vive la France et vive la République! Et vive Ferrez! Et vive Ferrez! Il n'est pas prêt d'arriver. Les larmes coulent sur les visages, l'émotion est grande. On est parti chercher les abstentionnistes, on les a mobilisés, on les a sensibilisés sur l'importance de ce vote. Donc je suis contente, aujourd'hui ça a payé, on a gagné. Guy Ferrez arrive alors sur scène, ovationné par le public. Je peux vous assurer qu'après une campagne aussi longue et aussi difficile, nous avons vraiment besoin de n'avoir qu'un seul souci, c'est de mettre les élus au travail et de servir Auxerre une nouvelle fois. Ces colistiers montent sur scène pour savourer l'instant. La victoire ne s'est jouée à pas grand-chose. J'ai eu peur jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où mon directeur de cabinet m'a appelé en me disant c'est bon. Et bien comme tout le monde, j'ai eu les jambes qui ont flageolé, comme on dit. C'est une forte émotion, d'abord parce que je n'étais pas sûr de gagner, vous le devinez. Je pensais que ce serait d'ailleurs plus serré que ça. Et comme je le disais tout à l'heure, à toutes celles et ceux qui sont là, c'est l'émotion qui nous submerge. Ça a d'abord été une véritable aventure humaine et ce soir, elle trouve une belle conclusion. Un sentiment qui n'est évidemment pas partagé par son opposant. Il est 21h15 quand Guillaume Larrivé vient à notre rencontre, à la préfecture. Il est accueilli par André Villiers, président du Conseil général. Un allié déçu par cette défaite, Guillaume Larrivé accuse le coup. C'est la loi très dure des urnes. Il est vrai qu'il y a eu une volonté de changement très puissante qui s'est manifestée. J'ai gagné près de 1200 voix par rapport à l'élection législative de 2012. La dynamique a été de notre côté, mais elle n'a pas été en effet suffisante pour gagner les 160 voix qui auraient permis en effet
que le destin d'Auxerre soit très différent dans les 6 années qui viennent. Et c'est de cela que je suis triste aujourd'hui, je suis triste pour Auxerre. 6740 voix pour la droite, 7052 pour la gauche. Jusqu'au bout, le candidat de l'UMP a pu y croire, mais contrairement à la tendance nationale, Auxerre restera aux mains des socialistes. Et tournons-nous justement vers Auxerre où le maire réélu hier soir, donc Guy Ferrez, nous attend en duplex des studios de France 3 Bourgogne. Bonjour Guy Ferrez. En quoi ce combat était-il plus humain? Vous avez cité ce mot dans le reportage. En quoi était-il plus humain qu'un autre combat? Parce que la situation a été difficile compte tenu du contexte national et j'avais compris au moment où j'avais constitué ma liste qu'il fallait une équipe qui soit soudée, qui ait envie de se battre très fort jusqu'aux larmes. Et à travers le reportage que nous venons de voir, eh bien, c'est en cela que ce fut une belle aventure humaine. Et je suis convaincu d'ailleurs que s'il n'y avait pas eu ce grand partage entre l'ensemble de celles et de ceux qui m'ont soutenu, soit comme colistier, soit comme militant, soit comme sympathisant, eh bien sans doute que la situation eût pu être inversée. Guy Ferrez, bonjour. Il y a un certain nombre de villes, comme Auxerre, où on disait c'est la mobilisation qui peut jouer. De votre point de vue, pourquoi à Auxerre, manifestement, cette mobilisation a joué, alors que dans d'autres villes, avec des maires socialistes, elle n'a pas fonctionné? Peut-être parce que à Auxerre, je disposais d'un socle qui était particulièrement solide, sur lequel il suffisait, je mets le mot suffisait entre guillemets, vous le devinez, mais sur lequel il fallait prendre appui pour aller au-delà de ce socle, chercher les voies qui devaient permettre la victoire. Mais de jour en jour, je sentais que ce socle grossissait en quelque sorte, mais également de jour en jour, je n'avais aucune certitude. Et donc, c'est en cela que ce fut une belle aventure humaine, puisqu'elle a trouvé sa conclusion réellement qu'hier soir, au verdict des urnes. Parfois, vous savez, on sait avant le résultat de l'élection si on va gagner, si on va perdre. Hier soir, vraiment, jusqu'au dernier bulletin, selon la formule employée, eh bien, le sort n'était pas scellé. Éric Sicot. François Rebsamen, sur ce plateau, il y a un instant, parlait de cette vague et du fait que le gouvernement, l'exécutif, n'avait visiblement pas entendu les élus locaux. Vous partagez ce point de vue? Je partage ce point de vue et j'ai trouvé tout au long de ces derniers mois d'ailleurs qu'il était particulièrement irritant pour nous de ne pas être écoutés, de ne pas être entendus. Nous sentions, moi je tiens des permanences régulièrement dans les quartiers d'Auxerre, je sentais bien, on me parlait d'économie, on me parlait d'emploi, on me parlait parfois de désespérance, de difficultés, de toute nature. Et on sentait bien qu'au fond c'était un fossé qui était en train de se creuser entre la politique conduite au niveau national et puis la réalité sur le terrain. Les élus locaux, j'ai envie de dire, devraient être la rotule naturelle entre les citoyens qui leur donnent mandat et puis celles et ceux qui prennent des décisions pour l'ensemble du pays. Merci Guy Ferrez, en direct d'Auxerre sur France 3 Bourgogne, réélu donc hier à la mairie d'Auxerre. Ville symbole, s'il en est, du deuxième tour en Bourgogne, Nevers, aux mains des socialistes depuis plus de 40 ans maintenant. Denis Thuriot, avec sa liste d'union sans étiquette, mais soutenue par l'UMP et l'UDI, a créé la surprise. Il est l'homme du deuxième tour dans la Nièvre. Son portrait avec Régis Guillon et Fabien Madigou. Regarde dans la presse, la télé devant toi, regarde. C'est pas beau ça? Ah, il est beau, regarde, faut l'encadrer. Il est ce matin à la une du journal local sous la légende historique. Mais qui est le tombeur du PS? Denis Thuriot, neversois d'origine, a 47 ans. Il est divorcé, père de 2 enfants et a recomposé une famille avec au total 4 enfants. Hier soir, l'ancien militant de gauche, avocat au barreau de Nevers, est passé à la barre de Nevers en devenant maire sans étiquette, effaçant 43 ans de socialisme. Non, je ne suis pas le tombeur du PS. Je suis, je pense, incarner une nouvelle envie. Et contrairement à ce que la liste de rassemblement de gauche prônait en disant que eux étaient les seuls à comprendre les Neversois, moi j'ai senti, et vous savez je suis d'ici, je suis revenu et j'ai un attachement très particulier pour ma ville, j'ai senti que les Neversois avaient une autre attente, puisque moi aussi j'en avais une autre alors que j'ai été avant au Parti Socialiste. Donc non, c'est pas faire tomber socialiste, c'était proposer une nouvelle voie.
Sa liste indépendante, baptisée Nevers Avenir, il l'a construit en 7 mois. Arrivée en 2e position à l'issue du premier tour, hier elle s'est imposée avec plus de 1000 voix d'avance sur celle du maire PS sortant, Florence Anne-Fargarneau. Dans l'entre-deux-tours, Denis Thuriot convainc l'UMP et l'UDI de se rallier à sa liste. En réussissant, Denis Thuriot s'affirme comme un rassembleur et ne veut plus qu'on lui parle de parti. Contrairement à ce qui a été dit, et je le regrette, c'est martelé aujourd'hui sur les télés nationales, Nevers bascule à droite. Nevers n'a absolument pas basculé à droite. Il va falloir sortir de ça parce que tant que les partis seront comme ça, je peux vous dire que leur chute va continuer. Donc il faut sortir de ça et faire le constat qu'aujourd'hui, les citoyens attendent autre chose. Nous avons pu proposer cette autre chose dans l'intelligence, dans la sincérité. Maire de Nevers avec aussi de fortes chances d'être le futur président de l'agglomération, Denis Thuriot n'attend désormais qu'une chose, prouver qu'il est capable de gérer une ville de 36 000 habitants sans appartenir à aucun clan. Édition spéciale municipale en direct sur France 3 Bourgogne, la Nièvre, où nous sommes attendus à Nevers par Patrice Joly, le président socialiste du Conseil général de la Nièvre. Il y a donc cette défaite à Nevers, citons Varennes, Vozelle, Garchizy également. Bonjour Patrice Joly, c'était un choc déjà, cette défaite à Nevers? Bonjour, bien évidemment que c'était un choc. C'est une histoire qui tourne une page d'une certaine manière. Bon, cette défaite-là, comme d'autres, repose sur volonté de sanctionner le gouvernement, c'est clair. Peut-être aussi, d'une certaine manière, c'est l'envie qu'ont eu nombreux de nos concitoyens sur ce département, comme ailleurs en France, de tourner des pages sur des gens qui pouvaient incarner une forme de système. Enfin, c'est présenté ainsi. Je crois que certains de droite ont été battus pour les mêmes raisons, c'est-à-dire une demande forte de nos concitoyens de pouvoir intervenir dans une période qui est difficile et lorsque les réponses ne sont pas en adéquation avec ces attentes, l'envie d'essayer autre chose. Je crois que c'est ça qu'il faut aussi comprendre dans le résultat de ce vote dans ce département comme ailleurs en France. Question d'Éric Sicot. La Nièvre, donc terre socialiste, terre mitterrandienne, c'est fini ? C'est loin d'être fini. Je crois que les socialistes dans ce département aussi, en tout cas la collectivité départementale que j'incarne, montre une véritable capacité d'innovation, de rénovation, à la fois sur les valeurs, sur les objectifs de développement et puis également sur les pratiques. Non, je ne crois pas. Je crois que les valeurs de gauche sont des valeurs de solidarité, des valeurs de développement et de développement durable aussi. Et je le redis, notre collectivité départementale témoigne de cette capacité à se rénover. Lilian Velay. Denis Thuriot a mentionné à nouveau dans le reportage qu'on vient de voir son passé au Parti socialiste. De votre point de vue, quelle position le Parti socialiste doit-il avoir avec Denis Thuriot? Se rapprocher de lui ou considérer que dans la mesure où il a fait alliance avec l'UMP et l'UDI, c'est carrément un maire aujourd'hui d'opposition au Parti socialiste? Moi, j'entends ce qu'il a dit. Il nous a rappelé qu'il avait des valeurs, qu'il avait un engagement. J'en prends acte. Il se trouve que l'agglomération de Nevers et la ville également représentent un poids particulier dans ce département, que nous avons les uns et les autres à essayer de travailler au mieux dans l'intérêt des Nivernais. Et en tout cas, nécessairement, au regard des responsabilités qui seront les siennes et qui sont les miennes, on aura nécessairement à travailler ensemble. Ça me paraît indispensable. Je pense qu'il faut sortir aussi des querelles politiciennes, d'avoir des approches qui soient strictement partisanes. Moi, je me baserai sur des valeurs pour pouvoir travailler de manière utile avec les équipes de Nevers, comme les autres d'ailleurs, sans exclusive, mais en étant très attaché effectivement à ces valeurs de développement durable, de solidarité, qui sont celles qui font la gauche, et d'attachement à notre département que nous avons en responsabilité d'une certaine manière partagée. Oui, vous attendez maintenant une réponse aussi, j'imagine, du gouvernement, et vous avez, parmi cette réponse, vous demandez, vous, un ministère du développement rural. En quelques mots, ça vous paraît réaliste alors qu'on parle d'un gouvernement resserré ? Vous avez compris le sens de notre démarche, c'est de dire nos territoires ruraux sont en souffrance, ils ont besoin qu'on les dope en matière de développement économique, qu'on leur redonne des capacités productives, qu'on crée de l'emploi également. La démarche n'est pas d'avoir un ministère du développement durable, c'est d'avoir une vraie politique surtout de développement rural, et pas le ministère étant
l'élément un peu lisible, bien évidemment, qui sera un signe assez fort. Mais ce dont ont besoin nos territoires, c'est le sentiment de ne pas être relégués, abandonnés, placés au second rang. L'avenir de la France passe peut-être par les métropoles, mais ça passe aussi par les espaces ruraux. La France a le plus bel espace rural d'Europe, à la fois sur le plan de sa quantité, des espaces et du foncier. Ce sont des ressources naturelles, ce sont aussi des ressources humaines. Hein. Il y a de l'innovation, il y a de la créativité sur nos territoires. Il serait dommage que notre pays se prive pour lui-même et puis pour les territoires concernés de cet avantage qui est un avantage concurrentiel. C'est comme ça en tout cas que je le conçois. Patrice Joly en direct de Nevers, président du Conseil général de la Nièvre. Peut-être justement sur ce terrain, est-il des secteurs, Laurent Grandguillaume, qui ont été oubliés par le gouvernement? Patrice Joly en parlait, les territoires ruraux par exemple? Je crois que le gouvernement n'a pas écouté suffisamment les élus locaux, les parlementaires que nous sommes. Ce n'est pas faute de l'avoir dit à plusieurs reprises, ce n'est pas faute d'avoir fait remonter des signaux d'alerte, comme sur la question des heures supplémentaires défiscalisées qui avaient été supprimées, qui touchaient directement au pouvoir d'achat des ouvriers, des employés, et donc des catégories populaires et des classes moyennes. Donc ce n'est pas faute d'avoir exprimé ces sujets. Donc à partir du moment où on ne vous écoute pas, eh bien il y a d'abord la résignation. Et puis ensuite il y a l'indifférence. Et l'indifférence, ça a été l'abstention-sanction. Donc je crois que face à cela, eh bien il va falloir prendre des mesures sans doute radicales, des changements profonds. D'abord, je pense à un changement de gouvernement, ça va de soi. Deuxièmement, une réorientation de la politique, parce que les réponses ne sont pas suffisamment apportées et les résultats se font attendre. Et puis enfin, je crois qu'aussi le Parti socialiste doit se poser des questions. Moi, je crois qu'il faut un nouvel Épinay, c'est-à-dire faire en sorte que cette gauche fragmentée se rassemble sur le combat des idées. Parce que lorsque la gauche, justement, n'est plus en capacité de mener des combats d'idées, n'est plus en capacité de porter une espérance, eh bien forcément, elle recule. Et je crois que là, il y a 3 pistes importantes à suivre et j'espère que dans les semaines qui viennent et dans les jours qui viennent, il va y avoir des signes forts. Avant ça, est-ce qu'on peut revenir sur la situation à Dijon? Alain Houpert, quand même, très mauvais score de la droite à Dijon. Comment vous l'analysez? Très mauvais score, je dirais pas ça, mais c'est vrai que... C'est un mauvais score de la droite à Dijon dans une élection. C'est vrai que la période de gestation de la campagne n'a pas été très favorable. Je sais que je suis un chantre de l'union, la preuve. Partout où il y a eu l'union le plus tôt possible. L'exemple de Nevers est quand même suffisant en parlant. Je crois que l'exemple de Chalon-sur-Saône, on sait qu'il y avait quelquefois des différences. Il n'empêche que ce soit Martin et que ce soit Latré, ils ont réussi à se mettre d'accord très vite. Je crois que mais là, une question toute belle à la suite. Il y avait des gens, même si François-Xavier Dugourd n'a pas souhaité aller à cette élection, il y avait un certain nombre de conseillers d'opposition qui étaient dijonnais. Pourquoi est-ce que c'est finalement un élu de Salive ou un élu de Saint-Romain avec Emmanuel Bichot qui sont venus sur Dijon alors qu'il y avait des candidats qui pouvaient apparaître comme légitimes? Est-ce que ce n'est pas une erreur stratégique? Erreur stratégique, vous savez, les candidats sont des candidats. Ils ont décidé, si bien Emmanuel Bichot qu'Anna Houpert des candidats. Le l'UMP pourrait dire que ce n'est pas une bonne idée, on fait autrement. Oui, mais enfin, il y a des investitures, il y a aussi des parlementaires. Donc à un moment déterminé, le problème c'est que l'investiture c'était l'union. Voilà. Donc je pense que, je reviens là-dessus, quand on fait l'union, ça s'est montré dans toute la France. Regardez Reims. On a évité le psychodrame qu'on avait connu avec Madame Vautrin la dernière fois. Quand Madame Vautrin accepte purement et simplement de travailler avec Arnaud Robinet, on gagne. Et c'est valable dans toutes les villes de France qui ont été conquises. Plus de 155 quand même de plus de 9000 habitants. Je crois que cet exemple, il est parlant. L'exemple de Dijon doit servir en tous les cas. Alain Houpert, c'était le bon candidat? Alain Houpert, il est candidat, il est sénateur. Et quand vous avez quelqu'un qui est très volontaire, c'est pas une critique à faire. Je crois qu'il est volontaire, il est volontaire. On savait qu'il irait jusqu'au bout. Donc c'est clair, c'est sa candidature. Il n'a pas démérité. Sa campagne n'a pas été mauvaise. Simplement, je pense en effet que cette année, dans le contexte qu'on a connu, Dijon n'a pas forcément bénéficié, profité de la vague bleue qui était la nôtre. Voilà, c'est clair. À Dijon, il faut dire que la droite a fait son plus mauvais score dans l'histoire de la ville de Dijon. Et on connaît bien la sociologie et les évolutions aussi qu'il y a eu à Dijon. Et donc c'est un très mauvais score pour la droite à Dijon dans un contexte national qui lui était très favorable. Donc je crois que cette campagne de mensonges, de contre-vérité sur le bilan, sur plein de choses, eh bien je crois a détourné les électeurs aussi des urnes également en direction de cette droite dite républicaine et a fait monter d'ailleurs le Front National. Et à Dijon notamment. Et donc je crois que là, il faut en tirer les leçons aussi pour vous-même, parce que j'ai vu aussi, vous savez, il faut rester humble. Nous avons gagné, voilà, on a fait un bon score dans le cadre d'une triangulaire. Maintenant, le travail commence pour répondre aux attentes des habitants, pour les protéger aussi face aux effets de la crise. Et puis pour ceux qui ont professé des contre-vérités, il nous reste une minute. Ils ont, je crois, échoué. Vous posez la question, François Rebsamen a peut-être des aspirations ministérielles. Est-ce qu'un jour, quand on aura fini de casser le décor, vous serez maire de Dijon? Aujourd'hui, je suis député.
Je suis conseiller municipal parce que j'ai choisi de m'appliquer le non-cumul des mandats avec un exécutif local, c'est-à-dire de ne pas être adjoint. Donc je continue mon engagement, bien évidemment. Et puis le jour où la question se posera, j'y répondrai. Aujourd'hui, la question ne se pose pas. Donc je continue à m'appliquer pour Dijon et dans mon mandat de parlementaire. Merci Alain Sugno, merci Laurent Grandguillaume d'être venu dans cette émission spéciale en direct sur France 3 Bourgogne. On se retrouve dans le 19-20 bien évidemment pour une nouvelle page sur les municipales et vous retrouvez tous les résultats sur notre site bourgogne.france3.fr. Très bel après-midi sur France 3 tout à l'heure, 19h.